Donc, je remercie aussi Alternative Libertaire pour cette invitation. Et donc, voilà, effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui est peu connu, qui a été peu étudié, qui a fait l'objet de quelques articles, mais à une échelle très locale, notamment des articles portant sur un des bastions du syndicalisme révolutionnaire en Belgique, à savoir la région de Liège. Mais à part ça, on n'en sait effectivement pas grand-chose. Il y a quelques études qui nous donnent des informations, évidemment. Je pense notamment à l'étude de Maxime Steinberg sur l'extrême gauche en Belgique avant 14, qui donne pas mal d'informations aussi sur l'action syndicale, radicale, révolutionnaire, comme on voudra. Voilà, donc moi le sujet de ma thèse, puisque une des questions posées c'est comment on en est arrivé là, était d'étudier donc la période de l'entre-deux-guerres, le syndicalisme en Belgique pour la période de l'entre-deux-guerres, qui est une période extrêmement importante dans la mise en place du syndicalisme contemporain. Il faut savoir que c'est à cette époque-là, effectivement, que le syndicalisme va devenir en Belgique un syndicalisme de masse, donc avec de nombreux affiliés. Je reviendrai là-dessus lors de l'exposé. Mais c'est aussi à ce moment-là que le syndicalisme, suite aux évolutions politiques, sociales, liées notamment à la spécificité de la situation d'après-guerre, vont être développées les premières commissions paritaires et va s'en suivre toute une institutionnalisation du mouvement syndical qui va être donc reconnu comme interlocuteur privilégié dans la négociation du contrat de travail. Et donc c'est à ce moment-là que le syndicalisme belge va véritablement se tourner de manière efficiente vers un syndicalisme qu'on dit de type assurantiel, avec cette fonction qui en Belgique explique les taux très élevés de syndicalisation par rapport à d'autres pays européens, cette fonction qui est dévolue aux syndicats d'être notamment les intermédiaires par rapport au paiement des allocations de chômage. Donc ici en Belgique, on a ce qu'on appelle un phénomène aussi d'affiliation opportuniste au syndicat, où on va s'affilier au syndicat comme on prend une assurance. En France, les taux de syndicalisation sont beaucoup plus bas, mais on a effectivement plus affaire à un véritable syndicalisme de combat avec des militants qui s'engagent pour lutter dans les syndicats. Donc, voilà, alors qu'ici en Belgique, on a plutôt tendance à distinguer les militants syndicaux des simples affiliés. Les simples affiliés ne participent pas forcément aux actions. Alors, par rapport à cette conférence, donc on m'a demandé de parler du syndicalisme révolutionnaire en Belgique. Comme je l'ai dit, mon sujet d'étude a été plutôt la période de l'entre-deux-guerres, donc je vais y venir aussi, mais pour les besoins de la conférence, je me suis quand même repenchée sur la période avant 14 pour voir ce qu'il en était de ce syndicalisme révolutionnaire. Alors, avant de commencer à discuter du syndicalisme révolutionnaire et voir ses expressions historiques, il faut d'abord savoir de quoi est-ce qu'on parle. Quand on parle de syndicalisme révolutionnaire, est-ce qu'on peut intégrer dans l'histoire du syndicalisme révolutionnaire en Belgique les prises de position révolutionnaires qui se sont développées dans le mouvement syndical? Alors si on considère les prises de position révolutionnaires à l'intérieur du mouvement syndical, oui, effectivement, elles sont très nombreuses et on peut effectivement dire que par rapport à cette définition la plus large, il y a bien des courants révolutionnaires actifs dans le mouvement syndical en Belgique. Alors, si on définit le syndicalisme révolutionnaire de manière plus restreinte, comme un courant qui s'est nommé comme ça et qui donc se distingue d'autres courants développant des positions également révolutionnaires, comme on a pu avoir des expériences de syndicats qui se disaient communistes, qui se disaient trotskistes ou même anarchistes, mais sans se revendiquer du syndicalisme révolutionnaire proprement dit, tel qu'il a été défini historiquement, mais on reviendra avec toutes ces caractéristiques
comme organisation spécifique. Mais on reviendra sur cela par après. Alors effectivement, donc là je parle d'anarcho-syndicalisme. Donc un des auteurs qui a étudié le syndicalisme en Belgique, c'est notamment Peter Ballon, qui a étudié le mouvement syndical, le syndicalisme révolutionnaire dans la région de Liège. Et lui, il dénonce, enfin, il n'est pas tellement d'accord avec cet amalgame que l'on a peut-être tendance à faire entre syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme. En tout cas, pour la Belgique, c'est pas valable, dit-il. En France, effectivement, il y a donc cet amalgame s'explique par l'histoire du mouvement syndicaliste révolutionnaire français, qui lui, effectivement, trouve ses origines dans des pratiques anarchistes, et les anarchistes ont joué un rôle extrêmement important dans la constitution du syndicalisme révolutionnaire en France. Et donc, en général, on a tendance à considérer que le syndicalisme révolutionnaire, c'est une application c'est l'anarchisme appliqué au syndicat, au mouvement syndical. Hein. Mais ça, c'est effectivement pas le cas partout. En Belgique, on verra que la situation est beaucoup plus complexe en termes de syndicalisme révolutionnaire, et tous les courants qui ont pu se définir et s'autodéfinir comme syndicalisme révolutionnaire ne se sont pas spécialement réclamés de l'anarchisme. Hein, donc, alors, si on parle d'anarchisme, de syndicalisme anarchiste, effectivement, c'est un courant très marginal en Belgique. Très marginal, sans doute plus encore après la Première Guerre mondiale qu'avant 14, où là on peut encore voir une influence des anarchistes, mais après 14, et surtout relativement à la puissance du mouvement syndical socialiste, c'est vraiment un phénomène très marginal. Par contre, le syndicalisme révolutionnaire, lui, va avoir une certaine influence, évidemment selon la définition que l'on considère, que l'on en fait. Hein, donc ça dépend évidemment de la conception qu'on a du syndicalisme révolutionnaire. Donc ce syndicalisme révolutionnaire est, dans sa définition la plus large, peut être évidemment, selon la définition que l'on adopte, un phénomène plus ou moins visible. On y reviendra également donc, dans l'exposé. Donc, voilà, donc, pour annoncer la couleur, en Belgique, on peut dire que, pour des raisons spécifiques à la situation belge qu'on va exposer ici, les courants, c'est plutôt les syndicats dissidents vont être extrêmement marginaux, dissidents, donc organisés en propre par rapport aux confédérations et aux confédérations socialistes et chrétiennes, sont extrêmement marginaux et minoritaires. Hein, et bien souvent, les révolutionnaires vont plutôt opter pour l'action dans les syndicats existants, à l'intérieur des syndicats existants. Hein, c'est cette option-là qui sera la plus privilégiée. Hein. Cependant, même si elle est privilégiée et que donc elle a eu une certaine influence, on essaiera de voir laquelle, sur l'évolution des syndicats également, cette influence reste très méconnue. Hein. Très méconnue. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'histoire syndicale, l'historiographie syndicale, donc tout ce qui a été écrit sur l'histoire des syndicats, l'a avant tout été fait au rythme des commémorations. C'est-à-dire que, en gros, l'historiographie, ce sont des ouvrages commémoratifs écrits par des syndicalistes, pour des syndicalistes, et donc qui proposent une version très lénifiante de l'organisation, avec une unité, une croissance des effectifs, de grands hommes, de grands personnages qui ont fait le syndicat, et en gros, les oppositions, les tensions internes entre les différents courants syndicaux qui sont manifestés dans les organisations est relativement absent de ces études. Donc, on va en venir alors à cette histoire syndicale.
Pour l'aborder, je vais quand même resituer un tout petit peu le contexte, très très rapidement évidemment, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Donc la Belgique est la seconde puissance industrielle après l'Angleterre au XIXe siècle. C'est la première du continent à s'industrialiser. Cette industrialisation est très très rapide, extrêmement rapide, et elle se fait tout particulièrement dans le sud du pays, là où se situent les bassins charbonniers. Donc le charbon est l'énergie du XIXe siècle, et les industries donc métallurgiques notamment, vont se regrouper autour de ces bassins charbonniers, donc qui vont créer une nouvelle urbanisation, de nouvelles villes industrielles, et un prolétariat donc va s'y développer. Alors cette industrialisation est extrêmement brutale, sauvage, les conditions de travail sont extrêmement difficiles pour ces nouveaux prolétaires. Les journées de travail peuvent s'étendre entre 14 et 16 heures parfois. Le travail des enfants est de rigueur, le travail des femmes également. Donc il n'y a vraiment aucune protection sociale à l'époque. On est en plein dans l'ère du libéralisme économique, donc aucune intervention de l'État. La seule intervention, c'est celle de l'Église via des systèmes de charité, hein, mais qui sont évidemment largement insuffisants. Alors, malgré cela, enfin, comme disait Marx ou Engels, je ne sais plus c'était qui disait ça, mais que la Belgique était le paradis des capitalistes et l'enfer des ouvriers, hein, ce qui résume bien la situation. Et donc, la classe ouvrière s'organise très difficilement en Belgique. En fait, les premiers syndicats à s'organiser, donc il y a d'abord, il y a toute une série d'organisations qui progressivement vont voir le jour, donc 3 grandes organisations ouvrières principales, les mutualités, les coopératives et enfin les syndicats, syndicats qu'on appelle aussi donc des sociétés de maintien de prix, puisque le prix qu'il s'agit de maintenir, c'est le prix de la force de travail. Et les premières organisations à voir le jour, ce sont pas ne naissent pas dans les milieux ouvriers les plus défavorisés, on va dire. Ça ne naissent pas parmi le prolétariat industriel de la métallurgie, des charbonnages, etc. Mais ils naissent plutôt dans les grandes villes, et ce sont des organisations de travailleurs plutôt qualifiés, des organisations, on appelle ça du syndicalisme de métier, donc ils s'organisent en corps de métier et pour certains reprennent des pratiques des anciennes corporations. Hein, donc vous voyez ici, ça c'est les 3 premières organisations syndicales qui sont créées. Aucune ne porte le nom de syndicat. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait les syndicats sont au départ interdits purement et simplement. Hein, donc on reprend dans le code belge la législation qui avait été introduite en France au moment de la Révolution française avec la loi Le Chapelier, donc qui interdit toute coalition, à savoir toute organisation pour influencer le prix de la force de travail, le niveau des salaires, etc. Donc les coalitions sont interdites. Mais malgré ça, des organisations naissent, mais se cachent sous le nom d'associations, sociétés, unions, voire des mutuelles, etc. Et ce qui permet à l'historien de voir qu'il s'agit effectivement d'un syndicat, c'est la présence d'une caisse de grève au sein de ces organisations. Alors, ces articles qui interdisent donc les coalitions, les articles 415 et 416 du Code pénal. Il y a 2 articles, parce qu'il y en a un pour les patrons et un pour les ouvriers, mais autant dire que les patrons se coalisaient tout à fait librement pour baisser les prix du travail sans être punis. Alors ces articles sont abolis en 1866, et donc désormais les organisations sont autorisées, mais à ce moment-là, pour en atténuer les effets, le législateur va mettre en place un autre article, qui est l'article 310 du Code pénal, qui est en fait un article qui limite complètement le droit de grève, puisqu'il punit d'emprisonnement
d'un mois, de 2 ans, d'une amende de 50 à 1000 francs, etc., ou une de ces peines, toute personne qui, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail, aurait commis des violences, injures, menaces, etc., mais aussi ceux qui font des rassemblements près des établissements dans lesquels s'exerce le travail. Autrement dit, on ne peut pas faire, un piquet de grève, même le piquet de grève le plus pacifique est punissable. Alors, donc cet article, de nouveau, est applicable théoriquement tant aux patrons qu'aux ouvriers, mais il n'y a aucun exemple, évidemment, de ce que cet article n'ait été appliqué à un seul employeur. Alors, à partir des années 70, on va assister à une première phase de modernisation syndicale, donc avec une transformation de ces organisations qui, comme je l'ai dit au départ, sont des organisations de métier très fermées sur elles-mêmes, qui ne regroupent que les travailleurs, travailleurs qualifiés, qui excluent les travailleurs non qualifiés, les apprentis, les femmes de leur rang, par exemple. Et petit à petit, donc, ces organisations vont non seulement s'ouvrir à l'ensemble des travailleurs, qualifiés ou non, mais également s'ouvrir aux travailleurs de province. Pourquoi cette évolution? Elle a lieu sous l'impact donc de deux phénomènes. Tout d'abord, les progrès de l'industrialisation. Avec la mécanisation, le travail se déqualifie, et donc ces ouvriers qualifiés qui pouvaient créer un rapport de force parce qu'ils avaient la maîtrise de l'apprentissage, par exemple, et donc ils pratiquaient la fermeture du métier. Donc ça veut dire que pour apprendre le métier, il fallait passer par le syndicat, et l'apprentissage n'était ouvert qu'aux seuls ouvriers qui se syndiquaient. Donc voilà, donc ça c'était un type de pratique développé par ces syndicats de métier, mais avec l'industrialisation, cela rend impossible le maintien des salaires élevés, puisqu'il y a cette menace de concurrence de travailleurs non qualifiés qui pourraient très bien utiliser les nouvelles machines. Et donc, l'objectif pour maintenir les salaires va être d'intégrer ces autres travailleurs pour lutter ensemble contre les velléités patronales de baisser les salaires. Le deuxième élément, c'est l'influence le développement du mouvement socialiste marxiste, avec la création, marxiste et anarchiste, avec la création de l'AIT. Je parle trop fort, avec la création... C'est parce qu'il y a des gens très... Voilà, avec la création de l'AIT. Donc l'association internationale qui est créée en 1864, et la section belge de l'AIT voit le jour en 1865, et suite à cette présence, on voit que le mouvement syndical va petit à petit se politiser. Donc l'AIT défend, vous le savez, des idéaux d'unité du prolétariat, d'union des travailleurs, etc., des objectifs aussi de transformation sociale, cette fameuse pyramide à renverser. Et donc on a une politisation du mouvement syndical qui s'opère non pas en termes parlementaires, il ne s'agit pas d'une politisation vis-à-vis des partis politiques et du parlementarisme. Il faut rappeler qu'à cette époque, c'est toujours le suffrage censitaire qui prévaut en Belgique, donc seuls les possédants ont le droit de vote, pour résumer. Mais donc c'est une politisation en termes de projet global de société. Les idéaux de l'AIT pénètrent dans la classe ouvrière. Et donc, parmi les idées qui vont pénétrer grâce à l'AIT, c'est cette idée que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et en fait, cette AIT va avoir une influence en Belgique importante dans plusieurs régions, notamment dans la région de Verviers. Et dans le conflit qui va bientôt opposer Marx et Bakounine, en fait, la section belge va se prononcer
en faveur de la fraction bakouninienne, va prendre parti pour Bakounine, défendant notamment l'action directe, remettant en question la question de la prise du pouvoir politique, et l'action directe est le moyen d'action privilégié plutôt que l'action parlementaire qui de toute façon n'est pas à l'ordre du jour en Belgique. Et donc cette AIT va véritablement faire développer en Belgique un premier anarchisme ouvrier. Donc les idées anarchistes vont véritablement pénétrer dans le mouvement ouvrier et principalement dans la région de Verviers et de Liège. Alors donc en 1872, Bakounine se fait exclure. On va assister à la constitution d'une internationale anti-autoritaire dont le congrès de 1874 va se tenir à Bruxelles, et le dernier congrès de cette AIT anti-autoritaire se tiendra d'ailleurs à Verviers en 1878. Alors, cette première phase de modernisation syndicale va être suivie d'une période de déclin général dans toutes les organisations, qu'il s'agisse des organisations anarchistes ou des organisations socialistes. C'est une période de crise, il y a ces dissensions au sein de l'AIT aussi, une crise économique, qui fait que en fait, les syndicats ne parviennent pas à se maintenir. En gros, Émile van der Velde parlait à propos de cette époque-là du phénomène du syndicat champignon, c'est-à-dire des organisations qui naissent à la faveur de l'orage, qui éclosent suite à une grève, mais aussitôt l'orage passé disparaissent aussi vite qu'ils ne sont apparus. Et ce n'est pas le cas uniquement de la Belgique. Ici, je vous ai mis une citation concernant la France, donc disant qu'il s'agit de groupes instables qui se gonflent au moment de la lutte pour se réduire aussitôt après un mince noyau d'adhérents fidèles, sans fonds de caisse alimentés par des cotisations suffisantes et régulières. Ce qui est intéressant dans cette citation et dans l'analyse de ce phénomène, c'est de voir que les débuts du syndicalisme dans le monde ouvrier non qualifié correspondent quelque part à une certaine spontanéité ouvrière liée à l'action. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui est forcément réfléchi, pensé d'avance, ou que l'on veut maintenir au-delà de son utilité immédiate. Et donc ça peut faire référence à une certaine spontanéité et un certain attrait pour l'action directe, qui effectivement est très présent dans certains milieux, et notamment dans les milieux qui sont quand même majoritaires dans la classe ouvrière belge, à savoir les milieux des mineurs. Donc, tant qu'on parle des mineurs, il faut savoir donc que cette profession a des spécificités syndicales assez particulières, mais je ferai qu'une toute petite parenthèse là-dessus. Mais effectivement, il y a un syndicalisme indépendant qui se développe chez les mineurs, qui est très particulier, puisqu'il s'agit en fait des chevaliers du travail. Alors, les chevaliers du travail, au XIXe siècle, on en reparlera après, parce que certains syndicats autonomistes vont reprendre cette appellation de chevaliers du travail, mais surtout en référence à leur autonomie par rapport au parti ouvrier. Donc ces chevaliers du travail, c'est une sorte de franc-maçonnerie prolétarienne. Vous voulez. Donc il y a vraiment des rites très particuliers qui sont mis en place. C'est un mouvement qui vient des États-Unis et que les verriers et les mineurs adopteront en Belgique. Et ce n'est pas un mouvement qui est marginal, puisqu'on a plus de 30 000 mineurs affiliés à la chevalerie du travail au XIXe siècle, alors qu'il n'y avait pas encore de fédération socialiste à l'époque. Donc les chevaliers du travail se développent à partir de 82-84. La fédération nationale des mineurs, elle est mise sur pied quelques années plus tard, en 1889 ou 90, je ne sais plus exactement. Mais donc voilà, donc, tout ça pour dire qu'il y a une espèce de tradition aussi autonomiste. Voilà
la déclaration donc, des chevaliers du travail américains. Et en plus, les chevaliers du travail belges vont après se distancier, prendre leur autonomie par rapport aux Américains et fonder un ordre de chevaliers du travail spécifiquement belge. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors donc, on a donc, cette évolution, cette transformation au niveau du syndicalisme du 19e siècle. Et donc, je l'ai dit, les années 70-80 sont vraiment des années de creux au niveau syndical, où les organisations sont difficiles à se maintenir et les victoires sont très peu nombreuses. Et ceci va pousser un certain nombre de syndicalistes, face aux difficultés de l'organisation, face aux difficultés de remporter des victoires face au patronat, à se dire, à s'orienter de plus en plus vers l'action politique parlementaire. Et donc, leur raisonnement, c'est de dire, ce qu'on n'arrive pas à arracher au patronat par la lutte, parce qu'on n'a pas un rapport de force suffisant, il faut qu'on l'impose par la législation. Et pour faire des lois qui sont favorables aux ouvriers, il faut conquérir le Parlement et donc former un parti ouvrier. Et c'est ainsi que le 5 avril 1885, le Parti ouvrier belge est fondé ici, pas très loin, à la Grande Place, au Cygne. Et en fait, quand on analyse les organisations présentes, on a une majorité de syndicats qui sont à la base de l'organisation de la fondation du POB. Et donc, dans une vision peut-être un peu rapide de l'histoire syndicale, on dit souvent que c'est le Parti ouvrier qui a créé les syndicats en Belgique. Pourquoi? Parce que le Parti ouvrier, je vais y venir, va ensuite créer une commission syndicale en son sein qui est considérée comme l'ancêtre de la FGTB. Quand la FGTB fête son anniversaire, elle prend la date de la création de cette commission syndicale. Mais en réalité, c'est bien au départ d'organisation syndicale que sera créé ce parti, et non l'inverse. Et parmi les organisations syndicales présentes, ce sont essentiellement des organisations bruxelloises. Alors, comme l'a bien montré Marcel Liebman, dont j'ai mis quelques ouvrages, la table sur les socialistes belges, donc c'est une très bonne étude sur le POB avant 14, il montre bien que le POB, dès ses origines, contrairement à ce qu'on a dit parfois d'un POB qui aurait été révolutionnaire avant 14 et puis qui se serait compromis, il nous dit très clairement non, le POB a une perspective réformiste, c'est le pragmatisme qui domine dès le départ. Et donc le Parti ouvrier belge, déjà rien que dans son appellation, au moment de sa création, il y a un débat pour savoir si on doit faire apparaître le mot socialiste dedans, Parti socialiste. Et en fait, c'est refusé parce que si on met le mot socialiste, ça risque de faire peur et d'empêcher l'affiliation de certains. Donc ça risque de faire fuir. Donc c'est vraiment le pragmatisme qui l'emporte. Et le Parti ouvrier belge est très peu propice aux envolées théoriques. La théorie est complètement absente. Il faudra 9 ans avant que le POB adopte une charte de principe qui émet donc certaines bases théoriques au parti. Alors, le POB est créé en 1885 et très vite, il va être confronté à un événement assez traumatisant pour lui, qui va être donc les émeutes de 1886. Donc en 1886, une commémoration de la Commune de Paris est organisée à Liège par des anarchistes. Donc voilà, les anarchistes sont à la base de cette commémoration. Ils tiennent un meeting, ils haranguent un peu la foule, et puis la foule passe près d'un bâtiment public, de l'hôtel de ville, où déjeunent quelques notables, et des pavés sont lancés, brisent les vitrines, et le mouvement en fait va s'étendre comme une traînée de poudre. En quelques jours, il va atteindre tout le sud du pays, toute la Wallonie, qui va donc s'embraser. Et ce mouvement de 1886 est un mouvement totalement spontané. Ce ne sont évidemment pas les anarchistes qui l'ont organisé, ça a été l'étincelle qui a peut-être déclenché le mouvement, mais elle relève vraiment d'un mécontentement
de la classe ouvrière qui s'exprime donc de manière complètement spontanée à travers des pratiques émeutières où vont être incendiés les industries, les châteaux des propriétaires. Donc ici par exemple le château Gaudou. Alors donc c'est la répression, le mouvement est totalement incontrôlable et incontrôlé. Le POB n'a absolument aucune influence sur ce mouvement. Et finalement, le mouvement va s'arrêter sous le coup d'une répression très forte, très violente, qui va faire une trentaine de morts. Alors, trentaine de morts, plus de nombreuses condamnations, parmi lesquelles donc, on retrouve Alfred de Fuisseau, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été le fondateur d'un parti socialiste républicain après les émeutes, et qui en fait avait publié un catéchisme du peuple, donc qui est un texte très simple, question-réponse, qui s'adresse directement aux prolétaires et qui se termine à quand le rendez-vous, le jour de la Pentecôte, tous les Borains seront à Bruxelles, etc. C'est vraiment un appel à la manifestation, à la grève pour le suffrage universel. Et donc, Alfred de Fuisseau va être condamné. En 1887, donc l'année suivante, il va appeler à la grève générale pour le suffrage universel et le Parti ouvrier belge va l'exclure. Donc il va être exclu, trop radical, et il va préconiser, lui, la grève générale, l'usage de l'action directe, sabotage, dynamite, etc. Il va organiser notamment des meetings noirs. Alors qu'est-ce que c'est les meetings noirs? C'est des meetings qui avaient lieu dans le noir, comme ça les mouchards ne pouvaient pas reconnaître qui y participait. Après cette expérience, Alfred de Fuisseau va avoir des problèmes de nouveau avec la justice, puisqu'il va être un des inculpés du grand complot, ce qu'on a appelé le grand complot. Il y en a eu plusieurs des grands complots, il y en aura un après la Première Guerre mondiale aussi, en 1923, mais ici donc un grand complot contre l'État. Alors, entre-temps, le POB, favorise quand même, parce qu'il a été créé par les syndicats un petit peu dans ce but-là, il va, parallèlement à l'action menée en faveur du suffrage universel, favoriser la coordination du mouvement syndical. Des fédérations vont être créées, notamment la Fédération nationale des mineurs, créée un peu de manière volontariste par le POB. Et le début des années 90, fin des années 80, va être marqué par de nombreuses luttes pour le suffrage universel. Donc l'objectif premier du POB, constitué en partie, c'est d'arriver à avoir des représentants au Parlement, et pour cela, il faut obtenir le suffrage universel. Et donc de grandes manifestations vont être organisées en août 1890, le 1er mai, 1891, 100 000 mineurs sont en grève en Belgique, et c'est un mouvement qui n'est pas propre à la Belgique, partout il y a des mouvements qui se développent. En 1889, l'Internationale ouvrière est constituée, on décrète le 1er mai en faveur de Journée internationale de lutte en faveur des 8 heures. En France également, il y a de nombreuses répressions des mouvements. Les anarchistes vont certains anarchistes vont se tourner vers la propagande par le fait, notamment Ravachol, etc. Et en Belgique, donc en 1891, pour parler des anarchistes, à cette époque-là, va être créée une fédération anarchiste en 1891 qui va se prononcer pour l'entrée dans les syndicats.
Il y a un regain d'intérêt pour la pensée anarchiste qui ne se manifeste pas que dans les milieux ouvriers, c'est aussi la période où il y a tout le conflit au sein de l'Université libre de Bruxelles avec Élisée Reclus, mais je vais passer là-dessus, mais d'où débouchera la création de l'Université nouvelle, puisque Élisée Reclus va être, ses cours vont être interdits à l'université. Mais je passe là-dessus, donc dans toute cette période d'agitation se poursuivent les grèves pour le suffrage universel, et en 1893, 250 000 ouvriers sont en grève. Cette grève va prendre une tournure révolutionnaire, elle va faire 12 morts chez les grévistes, et le POB, bon, comme le montre Marcel Liebman dans cette étude, s'il avait intérêt à obtenir effectivement le suffrage universel pour accéder au Parlement, va cependant, dans tous les cas, en général, plutôt courir derrière ces mouvements que de les déclencher. Hein, donc souvent, le POB va soutenir la grève une fois qu'elle est devenue un fait établi. L'impulsion en faveur de la grève ne vient pas des instances du POB. Et donc, dans le cadre de cette grève de 1893 d'avril qui prend une tournure révolutionnaire, le Parti ouvrier va prendre peur et va accepter de négocier avec la bourgeoisie au pouvoir le fameux compromis du suffrage universel tempéré par le vote plural. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Ça veut dire qu'un homme, une voix, donc c'est suffrage universel masculin évidemment, un homme, une voix, mais pour contrebalancer le poids du vote ouvrier, on va accorder à certains électeurs, selon des critères de sens ou de capacité, une, deux ou trois voix supplémentaires. Et donc, pour vous donner une idée, effectivement, en 1894, aux premières élections, le nombre d'électeurs va passer de 130 000 à 1 300 000. Donc avant, il n'y avait que 130 000 électeurs. Maintenant, il y en a 1 300 000, avec les ouvriers compris. Mais parmi ceux-ci, parmi les 1 300 000, il y a 850 000 électeurs ouvriers qui ne disposent que d'une voix et 450 000 électeurs qui disposeront pour la plupart de 3 voix. Et ils vont donc, comme ces 400 000 électeurs possèdent pour la plupart 3 voix, ben, ils cumuleront 1 200 000 voix, soit plus que les 850 000 votes ouvriers. Hein? Bon, n'empêche... ah oui, ici c'était les affrontements à Mons, où il y a eu des fusillades, des caricatures sur le vote plural. Et donc, suite à l'obtention de ce suffrage universel tempéré par le vote plural, les socialistes font leur entrée à la Chambre avec 28 parlementaires. Et donc, là, à partir du moment où est acquis le vote plural, j'ai été peut-être un peu vite, donc ça c'est... Donc à partir du moment où est acquis le vote plural, eh bien, une bataille électorale sérieuse s'annonce pour le POB. Maintenant, il va falloir que les ouvriers votent pour le POB. Alors, c'est dans ce cadre-là que le POB, de manière très pragmatique de nouveau, va enfin se doter d'une déclaration de principe. Et cette déclaration de principe, c'est la fameuse charte de Coirnon. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu cette charte de Coirnon. Est-ce que vous la connaissez un peu pour certains? C'est une charte qui présente vraiment des caractéristiques assez uniques, qui ont donc été mises en avant par plusieurs auteurs, parce que cette charte est non seulement très radicale dans ses formulations, et elle est très concise, très claire. C'est un texte très clair, très concis, en 7 points, et elle présente vraiment une synthèse des courants politiques en présence, et qui s'inspire très fortement donc de la théorie marxiste de la lutte des classes. Pour vous donner quelques extraits de cette charte de Coirnon, ici je vous projette les points 3, 4 et 5 de cette charte. Donc elle affirme la division de la société en classes antagoniques, l'internationalisme, la suppression des classes,
Donc on ne peut attendre le rafraîchissement complet que de la suppression des classes et d'une transformation radicale de la société actuelle. Réaffirmation que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, que ces réformes sont, enfin l'idéal, donc l'idéal c'est un idéal collectiviste, hein, de collectivisation des moyens de production, est incompatible avec le maintien du régime capitaliste qui divise la société en deux classes. Et donc, il y a des aspects aussi anti-étatiques dans cette charte, où on dit l'État doit devenir l'administration des choses. Hein, donc c'est vraiment, l'État se réduit à une simple administration. Alors, des débats ont lieu au moment de la rédaction de cette charte qui sont intéressants, puisque volontairement, on voit à travers ces débats que volontairement, il a été décidé que si les objectifs à long terme sont très clairement expliqués, en tout cas les moyens sont volontairement occultés. Donc on ne dit absolument rien de comment cette transformation va s'opérer. Hein. Donc la charte est effectivement sciemment floue sur les questions des formes, des moyens d'action et des formes d'organisation de la lutte. Hein, ce qui effectivement était susceptible de diviser les travailleurs et les militants. Et donc l'analyse que l'on peut faire de cette charte, c'est que l'objectif du Parti ouvrier belge, c'était de se distinguer des autres partis pour rallier les voix ouvrières. Parce que les autres partis aussi, sachant que les ouvriers vont voter, vont agir en direction des ouvriers, se social-démocratiser un petit peu, etc. Et donc, il faut qu'ils se distinguent clairement des autres partis progressistes, notamment le Parti libéral. Il faut que le POB ait un corpus idéologique propre qui permette donc aux militants de préparer la campagne électorale, d'électriser les masses, de les rallier au POB. Et surtout, il s'agit de s'attirer la grande masse des travailleurs industriels du sud du pays qui, effectivement, se sont fortement radicalisés ces dernières années sous l'effet, justement, de ces grèves successives en faveur du suffrage universel et précédemment des émeutes de 1886, l'agitation aussi autour de Dufisseau, etc. etc. Et donc, effectivement, ces ouvriers de la grande industrie du sud du pays avaient bien plus de foi en l'action directe, que plutôt en l'action politique, modérée des partis politiques. Hein. Et ceci, certainement, donc en ce qui concerne le sud du pays, sous l'influence du syndicalisme français. Donc, par exemple, il faut savoir qu'après la scission, quand Dufisseau du catéchisme du peuple est exclu, eh bien, dans la région du Borinage, le Borinage a clairement choisi le camp de Dufisseau contre le POB. Il n'y a plus aucune organisation du POB qui se maintiennent dans la région. Alors, j'essaie d'avancer aussi. Ça, c'était quoi? Oui. Bon. Ça, c'est pour dire les anarchies. Donc, ça, c'est Lucien Hainaut, donc, qui était l'animateur du Réveil des travailleurs, donc un journal édité à Liège, estime que seuls les anarchistes respectent l'esprit de la charte. Donc, il faut savoir que les anarchistes vont se réclamer aussi de cette charte de Clermont. Alors, donc, dans notre petit parcours, enfin, donc, après donc, la victoire du suffrage universel tempéré par le vote plural, les syndicalistes qui avaient été à l'origine du POB et qui étaient actifs dans celui-ci vont considérer que le POB délaisse complètement l'action syndicale au profit des questions parlementaires, de l'action parlementaire. Et donc, ils vont
poussé à ce qu'au sein du POB soit créée une commission syndicale qui s'occupe spécifiquement et particulièrement des questions syndicales. Et donc c'est ainsi qu'en 1898, cette commission syndicale va être créée, et ça c'est important pour la suite de notre propos, mais en fait cette commission syndicale va véritablement avoir des prérogatives extrêmement réduites. Hein. Il faut savoir que la commission syndicale va viser à chapeauter des organisations qui existent depuis longtemps avant elle. Enfin, je veux dire, elles sont nées depuis longtemps avant elle, et ces organisations défendent en général leur autonomie d'action. Elles ne sont pas prêtes à céder comme ça du pouvoir à une nouvelle organisation. Et donc finalement, la commission syndicale du POB va se montrer très ouverte, avec des prérogatives et une mission extrêmement limitée, visant principalement à la propagande, à la multiplication des liens entre les organisations affiliées, etc., etc. Et dès le départ, en fait, la commission syndicale va accepter en son sein des organisations des organisations syndicales indépendantes, hein, à savoir des organisations qui veulent bien s'affilier à la commission syndicale, mais ne veulent pas s'affilier au Parti ouvrier belge, parce qu'ils considèrent que les syndicats doivent rester indépendants des partis. Et donc petit à petit, on va véritablement insister à une distension des liens entre, même s'il reste réel, mais en tout cas au niveau de ce qui est affiché vers l'extérieur, un détachement des liens entre la commission syndicale et le POB. Et la commission syndicale va de plus en plus agir comme si elle était un organisme autonome, bien qu'on sait que les liens vont quand même rester très étroits avec le POB. Mais en tout cas, à partir de 1904, la commission syndicale va par exemple élire elle-même son bureau, hein, alors qu'avant, les membres du bureau étaient choisis par le Parti ouvrier belge. À partir de 1907, la commission syndicale du POB va plus s'appeler commission syndicale du POB, mais elle va prendre le long titre de commission syndicale du POB et des syndicats indépendants, hein, donc reconnaissant la présence en son sein de syndicats qui ne reconnaissaient pas le parti ouvrier belge. Et toute cette évolution va faire que finalement, un certain nombre de syndicats indépendants vont rejoindre cette commission syndicale, dont notamment, par exemple, la fusion entre les Chevaliers du Travail dont je vous ai parlé et la Fédération nationale des mineurs qui est issue du POB va se faire précisément autour de cette époque d'ouverture. Hein. Donc là, en 1905. Alors, en 1902, il y a encore une grande grève pour le suffrage universel, avec des manifestations, une grève générale, face à laquelle le POB, de nouveau, est en gros mis devant le fait accompli. Cette fois-ci, il y a 300 000 grévistes, donc c'est vraiment énorme. Ça tourne à l'émeute dans plusieurs régions, et le POB appelle à la reprise. C'est la consternation dans les rangs du POB. C'est la consternation parmi les militants, parmi les syndicalistes, etc. Et en fait, les anarchistes vont profiter de cette situation pour organiser à la suite de l'un de l'autre plusieurs congrès. Et en fait, cette période marque vraiment la naissance du syndicalisme révolutionnaire en Belgique, de manière donc organisée, en propre, autonome. Hein, donc il y a en 1902, peu après la grève, un premier congrès à Liège. En 1903, va être créée une fédération neutre du travail de Liège, qui deviendra en 1905 la Fédération du travail de Liège, et qui va regrouper des syndicats qui étaient restés des syndicats indépendants, donc non affiliés à la commission syndicale dans leur cas. Donc syndicat des mécaniciens, travailleurs du bois, la Fédération des mineurs révolutionnaires du bassin de Liège, et à partir de 1907, il y aura un syndicat fédéraliste des travailleurs des services publics de Liège. Donc ça restera comme ça, hein, les principaux syndicats
révolutionnaire, syndicaliste révolutionnaire de la Fédération liégeoise. En 1904, il y a la création de l'Union des mineurs révolutionnaires du bassin de Charleroi. Hein, donc c'est une organisation donc, dont le secrétaire va être Léopold Premont, donc, qui est quelqu'un issu des milieux anarchistes. Cette fédération va compter 500 membres, donc, ce qui n'est quand même pas rien. Selon certains, un certain nombre d'anciens chevaliers du travail qui, sentant la fusion venir avec les organisations du POB, vont rejoindre, mais bon, ça c'est pas tout à fait sûr comme explication, auraient rejoint cette union des mineurs révolutionnaires. Et en 1904, c'est un moment extrêmement important, puisque en octobre va se tenir un congrès à Charleroi, au cours duquel va être mis sur pied une fédération amicale des anarchistes, donc, dont le secrétaire va être Georges Tonnard. Alors Georges Tonnard, de son vrai nom, c'est Georges de Bohogne, qui vient initialement du POB et qui après va se tourner vers l'anarchisme. Et à ce congrès est émise l'idée de la création d'une confédération syndicaliste révolutionnaire sur le modèle de la CGT française par Henri Fuss-Amoret, qui parallèlement donc, met sur pied une union des travailleurs bruxellois. Alors Henri Fuss, c'est aussi un parcours assez particulier, hein, parce que lui, en fait, il vient de la bourgeoisie libérale bruxelloise, mais il va être assez jeune orphelin. Il va être élevé par la famille Janson, donc au début, il va être proche des associations de libres penseurs, etc. Et à un moment, il va se tourner vers l'anarchisme, et c'est vraiment une des figures principales du syndicalisme révolutionnaire en Belgique, c'est Henri Fuss. Alors plus tard, on le verra, il va être découragé, il va s'exiler en France, à Paris, et après son parcours va être encore assez différent. Donc il va signer notamment le manifeste des 16 en faveur de la guerre, de la lutte contre l'Allemagne, et il est considéré comme un des pères du pacte social, donc il a participé aux négociations du pacte social et donc sera à ce titre considéré comme un des pères de la sécurité sociale en Belgique. Donc vous voyez que c'est un parcours assez fluctuant, mais il va vraiment, on va voir son nom revenir à plusieurs reprises, être très actif dans le développement du mouvement syndical révolutionnaire en Belgique. Donc ils vont publier divers journaux, donc je ne vais pas revenir sur chacun de ces journaux, hein, mais il y a l'Insurgé, donc Tonnard, qui écrit différentes brochures. Il écrit aussi des chansons, voilà, des chansons dont le prix est au profit de la propagande. La chanson marche, ça intéresse des gens après. Donc, excusez-moi. Voilà, donc en fait, là est décidée la création, et donc en juin 1905 a lieu un congrès, cette fois-ci syndicaliste, hein, pas un congrès simplement anarchiste, où est décidée cette création, en la marge du congrès, en fait, parce que la question syndicale n'était pas à la base à l'ordre du jour du congrès, et donc c'est en juin 1905 que le congrès de Charleroi décide la création d'une CGT, d'une Confédération Générale du Travail en Belgique. Cependant, il faudra encore attendre. Donc il y a une centaine de participants à ce congrès qui est organisé par Tonnard. Et ici, à ce congrès, il y a des décisions importantes, et notamment la volonté de plus uniquement faire de la propagande anarchiste dans les syndicats, comme c'était auparavant, selon l'orthodoxie. Donc les anarchistes allaient répandre ici et là leur doctrine, mais là on a véritablement une évolution qui se marque vers le syndicalisme révolutionnaire. Hein. Et donc, dans ce sens-là, il s'agit de préconiser donc, le lancement d'une confédération syndicaliste révolutionnaire qui préconiserait donc comme moyen d'action
l'action directe, la solidarité, le sabotage, le boycott, la grève générale, qui est la forme la plus aboutie de l'action directe, et au niveau de la forme, donc adopterait une forme fédéraliste, décentralisée et une autonomie des sections. Donc selon cette conception, la fédération ne doit pas être, doit être un soutien et non une contrainte pour les syndicats affiliés. Et il est aussi explicitement dit que le nombre de permanents doit être très limité, voire même disparaître. Et on insiste sur le fait que ce qui est important pour un syndicat, ce n'est pas d'avoir une forte encaisse, mais d'avoir des militants extrêmement dévoués. Et donc, ce syndicalisme révolutionnaire va se caractériser par justement un double objectif de la lutte syndicale. Donc la lutte syndicale, désormais, la lutte syndicale telle que définie par le syndicalisme révolutionnaire, ne nie pas la nécessité de réforme immédiate. Donc il faut agir pour améliorer immédiatement le sort des travailleurs. Il ne faut pas négliger la lutte quotidienne. Et ça, c'est un truc qui était loin d'aller de soi pour les anarchistes de l'époque. Donc les anarchistes orthodoxes, entre guillemets, considéraient que les réformes immédiates empêcheraient justement les travailleurs dans des illusions par rapport au système, etc. Et donc ici, ce syndicalisme révolutionnaire va véritablement préconiser une action syndicale immédiate pour l'amélioration des travailleurs, sans perdre l'objectif qui est le sien, donc à savoir la révolution par le biais de la grève générale. Pourquoi et donc en même temps, il considère que ces syndicats sont non seulement un moyen de lutte dans la société, mais préfigurent aussi les cellules de la société de demain. Hein, ce que d'autres anarchistes vont contester. Donc il y aura de grands débats entre anarchistes à ce moment-là, notamment les anarcho-syndicalistes qui pensent que, enfin bon, c'est des catégories, hein, donc pas tous certainement, mais en tout cas il y a des grands débats qui considèrent qu'on ne peut pas imposer déjà d'emblée un type de structure pour la société de demain, et que si on fait ça c'est des débats qui ont lieu ultérieurement, mais par exemple ils comparent ça au fait que le parti bolchevique se soit maintenu après la Révolution, et que du fait qu'il se soit maintenu, il est devenu une structure qui a complètement pris le dessus et finalement dénaturé le processus révolutionnaire. Hein. Donc ici, dans la conception syndicaliste révolutionnaire, le syndicat, comme en tant qu'organe de production, deviendra le noyau de la société future. Alors, dans le courant anarchiste, donc il y a deux tendances. Hein. Il y a la tendance monate, hein, qui est donc favorable au syndicalisme révolutionnaire, tel que je viens de le décrire, favorable à l'action syndicale, et qui considère que le syndicat est la base de la société future, est l'outil révolutionnaire duquel émergera le changement social à la base, parce qu'elle est organisée par les travailleurs eux-mêmes. Face à cette tendance, il y a la deuxième tendance, qui est la tendance qui se réfère à Malatesta, qui défend certes une action dans les syndicats, mais considère que le syndicat n'est pas tout et qu'il ne faut pas se faire absorber par l'action syndicale. Alors ici en Belgique, c'est plutôt la tendance monate qui l'emporte. Henri Fuchs a des liens très étroits avec Monat. Ils ont même échangé, eu des correspondances entre eux. Alors, j'essaye de... Voilà, hop, on avance un peu. Donc, l'action directe va devenir l'organe de cette nouvelle CGT, hein, qui ensuite va devenir organe de propagande syndicaliste révolutionnaire. Mais en fait, ça je vais passer aussi. Du côté socialiste, ça je l'ai déjà dit, il y a une évolution, vraiment une ouverture de plus en plus ostensible envers les syndicats indépendants. Et donc on voit qu'en fait, à cette époque-là, il y a véritablement une lutte
qui se joue entre les syndicats socialistes qui essayent d'attirer ces syndicats indépendants et d'un autre côté, le syndicalisme révolutionnaire qui se développe et qui essaye également d'attirer ces syndicats indépendants et la convergence entre les deux, enfin entre ce qui se passe du côté socialiste et du côté syndicaliste révolutionnaire et anarchiste n'est évidemment pas une coïncidence. Je pense qu'elle reflète qu'il y a un enjeu qui se développe à cette époque-là. Enjeu et courant qui se développe à cette époque-là, effectivement, même hors de la Belgique. Vous connaissez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, la fameuse charte d'Amiens. Elle date exactement aussi de cette période de 1906, donc qui devient la charte fondatrice de la CGT française, qui reprend un peu ces fameux principes du syndicalisme révolutionnaire. Excusez-moi, j'ai vraiment mal suivi le fil de mes PowerPoint. Voici ici donc les deux tendances, Monat et Malatesta. Et au niveau international également, on voit que se développent ces tendances syndicalistes révolutionnaires à travers notamment la fondation aux États-Unis des ZIWEWE, donc organisation syndicaliste révolutionnaire, qui va notamment développer cette figure du chat noir qui va devenir le symbole de la CNT anarchiste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'idée c'est vraiment One Big Union, donc c'est une union de tous les travailleurs à la base, quelles que soient leurs affinités politiques. Hein. Alors, de plus en plus, Henri Fuss va évoluer de l'anarchisme vers véritablement le syndicalisme révolutionnaire, dans le sens où il va considérer que le premier devoir des révolutionnaires, c'est pas de créer des syndicats anarchistes, on ne veut pas non plus diviser la classe ouvrière, mais on veut l'union des travailleurs dans la lutte des classes. Ils veulent résolument participer à celle-ci, en lutteurs dévoués jusqu'au bout, propagés par leur exemple, esprit de révolte, etc. Et donc, pour cela, ils vont aussi vouloir s'attirer de plus en plus les syndicats indépendants, hein, de manière à ce qu'on crée vraiment un syndicalisme à la base qui soit complètement étranger aux questions politiques. Et dans ce contexte, la Confédération, la CGT belge, en fait, elle se porte pas très bien. Et Fuss va préconiser, et ça va être adopté finalement, on va créer en 1908 une nouvelle organisation qui remplacera la CGT, qui va l'absorber, qui deviendra donc la Confédération syndicale belge. Et donc cette Confédération syndicale belge, c'est pour ça aussi que je disais qu'avant le 14, moi je pense que le syndicalisme révolutionnaire n'est pas un phénomène marginal, va quand même compter 10 000 syndiqués. Hein, ce qui, proportionnellement par rapport aux effectifs socialistes, est évidemment moins élevé, mais est quand même important, parce que les effectifs socialistes sont à peu près de 120 000 membres. On peut dire qu'un dixième des syndiqués appartiennent à cette organisation syndicale-là, indépendante du POB. Cependant, ça ne va pas très bien se passer quand même, puisque les syndicats verviétois vont finalement se désister. Or, c'était une grande partie des membres de cette confédération syndicale belge, et puis les diamantaires anversois de la commission syndicale, de la confédération syndicale belge, et donc cette confédération syndicale belge va disparaître en 1910, mais c'est quand même une expérience importante qui montre l'existence de cette tendance, hein, avec tous les débats que ça a provoqué. Certains considéraient que on sortait de l'esprit justement anarchiste de la première confédération parce que les diamantaires anversois n'étaient pas spécialement révolutionnaires, etc., etc. Mais bon. Donc c'est le découragement. C'est à ce moment-là que Henri Fuss il va partir à Paris.
C'est à ce moment-là que d'autres, comme Victor Serge, d'autres vont également quitter Bruxelles, Carouy, Calmin, etc. Émile Chapelier, donc, qui était également actif dans ces syndicats, dans cette CGT, lui, il va choisir d'agir, de rejoindre le syndicat des employés de Bruxelles. Hein. Alors, si ici on parle de syndicalisme révolutionnaire au sens le plus large, donc de mener une action révolutionnaire combative dans les syndicats, on peut effectivement considérer que le syndicat des employés de Bruxelles, avant 14, fait très clairement partie de ce courant. Donc, pour la petite histoire, Joseph Jacquemot donc, est le dirigeant de ce syndicat, il est issu des JGS et à l'époque donc il est actif au sein du syndicat des employés et il va mener toute une action contre la fermeture des magasins. Hein, et, pour la fermeture des magasins à 19h et aussi pour la fermeture des magasins le dimanche, etc. Donc avec aussi une importante proportion de femmes dans ces mouvements, ce qui est important quand même à souligner. Et en fait, ces moyens d'action, il va très clairement préconiser des moyens d'action directe. Hein, donc, comment ils vont agir? Ils vont mettre des chalands qui vont essayer des militants, en fait, déguisés en chalands, qui vont essayer tous les vêtements, les laisser disperser. Ils vont mettre des boules puantes dans les magasins. Ils vont vraiment pratiquer toute une série d'actions directes qui vont avoir leur efficacité. Et malgré que Jacquemot va quand même se faire arrêter plusieurs fois et condamné plusieurs fois pour ses actions. Alors, je l'ai dit, au niveau de la Confédération syndicale belge, c'est quand même relativement un échec. Et donc, à partir de 1910, en fait, seule la Fédération du travail de Liège, donc, qui s'affirme ouvertement syndicat révolutionnaire, continue à vivre et prendra le nom d'Union des syndicats de la province de Liège. Et en 1913, il y a encore des manifestations pour le suffrage universel. À la faveur de ces manifestations, l'agitation reprend et en octobre 1913, un nouveau congrès socialiste a lieu à Liège où une cinquantaine de délégués représentent de nouveau quelques 10 000 syndiqués et ils vont former une nouvelle confédération syndicale belge, donc par rapport à la première là, qui était morte, donc sur la double base de la neutralité politique et du fédéralisme organique. Mais on est en octobre 1913 et en août 1914, la guerre éclate, le deuxième congrès n'aura jamais lieu. Et donc, on peut, pour conclure cette partie sur la première guerre, sur l'avant-guerre, j'irai plus vite sur l'après-guerre, mais comme ça, on a quand même déjà élagué un certain nombre de questions, il me semble. Voilà, donc suite à ces échecs, on voit qu'un certain nombre vont de plus en plus désespérer de la question. Bon, il y a quand même encore cette initiative-là, mais à part cette initiative-là, l'échec de la CGT et puis de la première CSB va pousser les révolutionnaires, les partisans de l'anarchisme ou du syndicalisme révolutionnaire, à plutôt opter, pour un certain nombre en tout cas, à l'affiliation individuelle à des organisations, syndicats, etc., ce qui n'impliquait pas forcément donc l'adhésion au parti ouvrier belge. Hein. Et donc Maxime Steinberg considère que malgré ces échecs, ce n'est pas pour autant que le syndicalisme révolutionnaire était éliminé. Il présentait donc certes un courant marginal, mais un courant qui était quand même très présent, bien implanté dans certaines régions, région de Liège, région de Verviers, région de Charleroi, et qui effectivement va continuer d'imprimer sa marque au syndicalisme belge. Hein. Et donc au final, on peut se dire qu'à partir de cette époque-là,
ben, le syndicalisme révolutionnaire n'était pas forcément plus lié aux organisations syndicales révolutionnaires constituées de manière distincte que à l'organisation syndicale socialiste qui comportait ces syndicats indépendants et qui donc comptait beaucoup d'éléments en son sein, donc actifs en son sein, qui étaient sympathiques à l'action directe, à l'indépendance vis-à-vis du parti ouvrier, etc. Donc voilà, ici ça c'est un tableau qui nous montre la situation du syndicalisme belge par rapport aux autres pays. Avant 14, donc vous voyez la Belgique est vraiment à la traîne des syndicats européens, taux de syndicalisation extrêmement faible. Ah, je vois que les gens bougent, peut-être que je commence à être longue. Je vais de toute façon aller beaucoup plus vite ici. Et après 1919, on observe donc cette croissance extraordinaire du syndicalisme belge qui va passer à la 3e place des syndicats des pays à haut taux de syndicalisation européens. Alors, cette croissance syndicale, elle s'explique tout d'abord par des grands conflits sociaux qui ont lieu au lendemain de la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la classe ouvrière va réclamer, donc après les longs sacrifices qui ont été consentis pendant la guerre, le droit à une vie meilleure. Le patronat, lui, il va se contenter de proposer à ses ouvriers de les réembaucher au prix et salaire en vigueur en 14. Or, les prix avaient sextuplé entre-temps, donc ça a vraiment été considéré comme un affront, et la classe ouvrière va réagir. Dans cette réaction de la classe ouvrière, la commission syndicale de Belgique, enfin si c'est de Belgique, mais commission syndicale du POB et des syndicats indépendants, va très tôt, là on est le 28 novembre 1918, donc quelques jours après l'armistice, lancer un appel à la classe ouvrière. Donc autrement dit, la commission syndicale va vraiment soutenir ce mouvement. Elle va appeler la classe ouvrière à ne pas travailler plus de 8 heures par jour, à revendiquer une augmentation de 100% des salaires. Si on vous dit ça aujourd'hui, c'est énorme. Mais en fait, ce n'était pas si énorme que ça, vu l'augmentation des prix. Avec un minimum de 1 franc de l'heure pour les ouvriers non qualifiés. Et donc, suite à cette mobilisation et ce soutien de la commission syndicale, on va observer un véritable ralliement des travailleurs à cette organisation. Y compris à l'extrême gauche qui auparavant était très critique par rapport à la commission syndicale. Donc Joseph Jacquemot va par exemple considérer que enfin la commission syndicale est entrée dans la voie de l'action, etc. et que voilà, c'est bien parti pour la suite. Alors ce conflit va être un conflit extrêmement dur avec le patronat. Le patronat refuse de concéder, se disant que les ouvriers finiront bien par craquer, puisque de toute façon il n'y a aucune encaisse syndicale, ils ne vont pas pouvoir résister, etc. Et donc ils vont bien finir par reprendre le travail. Mais ça, c'était sans compter les socialistes au gouvernement et Joseph Wouters, qui est donc ministre socialiste du Travail, qui va négocier la reprise du travail en imposant, et je vais très rapidement là-dessus, en imposant la discussion entre les patrons et les représentants patronaux et les représentants ouvriers sur des bases minimum de conditions de travail qu'il va lui-même définir. Ces bases, ce n'est pas 8 heures par jour, mais c'est 9 heures. Le salaire minimum, ce n'est pas 1 franc, mais 0,85. Bref, donc si on accepte de négocier sur cette base, eh bien, il faut reprendre le travail. Et si les patrons refusent de négocier sur cette base, eh bien, les travailleurs auront droit au secours de chômage hérité de la guerre. Donc là, je passe très rapidement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pendant la guerre, il y a eu un secours de chômage qui a été mis en place, secours de chômage et d'alimentation, pour soutenir les nécessiteux, les travailleurs mis au chômage du fait de la situation de guerre. Et ce secours va être maintenu le temps de la reprise du travail. Et en fait, Joseph Wouters va jouer là-dessus pour contraindre les patrons à négocier. Et c'est ainsi que va s'imposer pour la première fois un compromis social où les conflits vont se dérouler, non plus dans la rue, mais en présence des deux parties,
contradictoirement éclairées et documentées comme elles se doivent être. Donc c'est les premières commissions d'arbitrage qui vont petit à petit se transformer en commissions paritaires. Cette période de l'après-guerre est également une période où vont être introduites différentes réformes. Vous savez que le suffrage universel est accordé à ce moment-là aux travailleurs. Plusieurs éléments expliquent ça. Donc il y a le mouvement de lutte, il y a aussi la crainte, la peur du rouge, il y a la révolution russe, etc. Bref, on donne un certain nombre, on accorde un certain nombre de réformes. On va également abroger le fameux article 310 à cette période. Voilà les commissions paritaires qui se multiplient. Donc dans chaque secteur, on va négocier des conditions de travail. Donc c'est vraiment la mise en place d'un système c'est l'ébauche donc d'un système de concertation sociale en Belgique. Et bon, cette naissance ne vient pas de nulle part, elle vient quand même d'un mouvement social qui a été très fort. Il y a aussi développement de certains systèmes de pension, notamment pour les mineurs, etc. Et donc les syndicats socialistes qui sont très actifs dans ce mouvement vont évidemment bénéficier en termes d'effectifs de leur action pendant ce mouvement. Et là, vous avez en vert les effectifs de la CSC, donc chrétienne, qui ne s'appelait pas CSC à l'époque, mais pour faire simple, j'ai mis ça. Elle s'appellera CSC à partir de 1923. Et les effectifs donc, de la commission syndicale socialiste. Et vous voyez que s'ils étaient à peu près à égalité avant la guerre, en 1919, ce sont largement la commission syndicale qui domine et qui va dominer pendant toute la période de l'entre-deux-guerres, même si à partir des années 30 surtout, on voit que les syndicats chrétiens vont remonter en termes d'effectifs, notamment au moment de la crise des années 30. Alors, face à ça, je l'ai dit, la plupart des syndicats vont être très enthousiastes par rapport à la commission syndicale, par rapport à son action, l'action gréviste, l'action directe, etc. C'est cela que l'on revendique. Il y a cependant des exceptions, et notamment parmi ces exceptions, le syndicat des travailleurs du bois et bâtiment de Bruxelles. Je vous ai déjà dit, dans les syndicats fédéralistes de Liège, il y a aussi les travailleurs du bois. Je ne sais pas pourquoi, c'est une profession dans laquelle il y a historiquement toujours eu beaucoup de révolutionnaires, même en France. J'ai déjà pu constater ça dans d'autres études. Et là, en fait, c'est une des premières critiques vis-à-vis des commissions mixtes, des commissions paritaires, où on nous dit c'est quelque chose qui n'est ni chair ni poisson, un être sans sexe. C'est la réunion de deux tendances destinées par leur nature à se combattre, patronat et ouvriers. Et cela jusqu'à l'élimination totale de l'une ou l'autre. Les décisions qui sortent de ce milieu malsain sont imprégnées de l'état d'esprit qui y domine. Mais ce qui est pire, c'est que l'on a trompé la masse. On lui fait croire ou laisser croire que l'on pouvait obtenir des avantages en parlementant avec l'ennemi. On oublie trop de faire remarquer à la classe ouvrière que si le patronat est entré dans cette voie, ce n'est que depuis que les syndicats ont pris de la force, que son intention est de canaliser cette force. Alors, le dirigeant, ici c'est signé par Clément Ouinquin, on n'a jamais trop réussi à identifier ce personnage, mais le dirigeant du syndicat des travailleurs du bois de Bruxelles, c'est Émile Marchand. Alors, c'est un bonhomme au physique assez particulier. Là, j'ai une photo, enfin, j'ai agrandi, mais quand on le voit avec les autres, en fait, il est tout petit et il garde toujours son chapeau. Tous les autres enlèvent son chapeau, mais lui pas. Et donc, en fait, Émile Marchand, c'est quelqu'un qui a... voilà, on ne sait pas très bien vraiment s'il s'est affilié à une autre organisation que le syndicat, mais il avait beaucoup de sympathie pour les anarchistes. Il développait des tendances très conseillistes. Et donc, dans son syndicat, ici, c'est un article d'Émile Marchand, où il va critiquer donc, le syndicalisme tel que véhiculé par la vision centraliste de la commission syndicale. Il nous dit le syndicat, ce n'est pas le bureau syndical, ce n'est même pas le comité exécutif. C'est le conseil syndical, réunissant tous les travailleurs, constituant le personnel d'un atelier, d'une usine ou d'un chantier. Sans le conseil d'atelier, le syndicat d'industrie ne saurait revêtir que le caractère d'un vaste troupeau embrigadant des dizaines de milliers de travailleurs. Avec le conseil d'atelier, il acquiert immédiatement une haute portée révolutionnaire qui permet d'entrevoir la libération prochaine du prolétariat. Et donc son modèle, ça va vraiment être
ces conseils d'industrie, conseils d'usine, conseils d'atelier, encore des citations. Bon, voilà, je ne vais pas vous inonder avec des citations, mais... Donc là, c'était de nouveau Clément Oinquin. Donc on a comme ça plusieurs syndicats qui, au lendemain de la guerre, vont quand même se rapprocher, défendre ce modèle d'organisation des travailleurs à la base en revendiquant le modèle des conseils d'usine, ce à quoi le mouvement syndical belge, donc qui est l'organe officiel de la commission syndicale, va réagir en critiquant les conseils d'ouvriers, en disant qu'il s'agit d'une œuvre bolchéviste ou des communistes qui veulent se substituer aux organismes sociaux existants pour réunir entre les mains tout le pouvoir économique de l'État, etc. Enfin bon, ils ne peuvent être nommés que par les travailleurs et ne peuvent comprendre que des salariés. Cela est suffisant, croit-il, pour qu'un esprit prolétarien les anime et pour qu'ils poursuivent énergiquement la transformation radicale de la société sans s'occuper le moins du monde des institutions politiques et économiques existantes. Que leurs moyens soient illégaux, ils s'en soucient peu, puisque pour eux, les seules lois qu'ils connaissent sont celles de ces conseils. En effet, nous croyons pouvoir déclarer que le conseil d'ouvriers sont un recul et non un progrès sur les syndicats. Si la commission syndicale se sent obligée de répondre, c'est quand même que c'était des tendances qui commençaient à se développer à l'intérieur des syndicats. Et en fait, ces tendances radicales à l'intérieur des syndicats, elles vont se développer, en fait, surtout, donc dans un premier temps, 18-19, il y a une certaine, comment dire, ça y est, je ne trouve plus mes mots, enfin un certain enthousiasme par rapport à l'action de la commission syndicale, mais celle-ci va être remise en question petit à petit, notamment suite à partir de 1920, où va se manifester ce qu'on appelle donc la vague de réaction patronale. Autrement dit, en fait, les patrons vont essayer de récupérer ce qu'ils ont dû concéder sous la pression de la grève. Hein, en plus, on est en période de retournement de la conjoncture économique, et donc voilà, donc les patrons essayent de récupérer, et ils essayent de récupérer ça, notamment en commission paritaire, dans les discussions. Et à ce moment-là, un certain nombre de syndicalistes vont réagir et vont dire non, ça suffit, il faut qu'on quitte les commissions et qu'on retourne sur le terrain de la lutte de classe, sur le terrain de l'entreprise, dans la rue, etc. Les syndicats vont refuser cette option en disant non, les conventions, les commissions paritaires, c'est la principale victoire de l'après-guerre, il faut les maintenir à tout prix. Et on vous verrez, quand la situation économique sera rétablie, eh bien, on continuera à être protégé par les conventions. Il ne faut absolument pas que l'on perde cette conquête. Hein. Et donc, en gros, certains vont vouloir déclencher des grèves pour s'opposer aux tentatives patronales de récupérer ce qu'ils ont concédé. Et les syndicats, les centrales syndicales socialistes vont refuser de suivre ces mouvements et de les approuver. Et donc cela va créer des tensions assez fortes. Donc il y a vraiment deux lignes qui vont se dessiner à l'intérieur des syndicats socialistes. Un courant combatif, partisan de l'action sur le terrain des entreprises, et un courant que l'on dit donc de concertation sociale, plutôt favorable au maintien des conventions collectives. Et du coup, l'action pour que les travailleurs, pour améliorer le sort des travailleurs, elle doit s'orienter non pas en direction non pas contre les patrons, mais en direction des pouvoirs publics pour obtenir des allocations qui permettent de survivre, éventuellement un contrôle du prix du pain par le gouvernement, etc. Mais donc pas des actions sur le terrain de la grève. Et donc on va de plus en plus critiquer la grève. La grève devient vraiment l'ultimo ratio, le dernier recours, quand tous les autres recours ont été épuisés. Cela n'empêche pas des grèves d'éclater. Des grèves assez fortes, très longues, et notamment, une des plus connues, c'est la fameuse grève d'Ougrée-Marié, donc dans la région de Liège, qui va durer plus de 9 mois, contre l'avis de la direction syndicale, qui au début va soutenir la grève, mais à un moment va dire stop, ça suffit, et ils vont quand même continuer. Et un de ces leaders, ce sera Julien Lahaut, qui va donc se faire exclure de la centrale des mineurs, du POB, et qui, à la suite de ça, va créer un syndicat indépendant.
En fait, petite histoire qui est peu connue aussi, c'est que quand Julien Lahaut, donc c'est Ougré-Marié, c'est la région de Liège, donc il est très proche des syndicats fédéralistes. Les syndicats fédéralistes de Liège vont pas arrêter ils vont écrire énormément d'articles sur cette grève, donc ils la soutiennent très clairement. Julien Lahaut est connu pour avoir adhéré au Parti communiste de Belgique, hein. Il va devenir une des figures du PCB, mais en fait au lendemain, quand il se fait exclure, il va d'abord trouver les syndicats fédéralistes. Et en fait, il veut au départ s'affilier aux syndicats fédéralistes, mais pour des questions d'enquête syndicale et tout, ça ne se fait pas. Mais voilà, c'est une chose sur laquelle j'ai pu revenir en préparant cette conférence. Donc cette grève va être très longue, hein, il va y avoir de la solidarité, les enfants vont être accueillis dans des familles, notamment du nord de la France, parce que voilà, c'était extrêmement difficile de résister. Et donc, suite à ce conflit, Julien Lahaut va créer une nouvelle organisation indépendante des syndicats, de la commission syndicale, qui va prendre le nom de Chevalier du Travail. Hein, donc le nom de cette ancienne, même si ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est vraiment la référence à l'autonomie par rapport à la commission syndicale. Voilà, donc les syndicats indépendants restent présents pendant l'entre-deux-guerres. Donc si vous avez un exemple, pour les syndicats bruxellois, un tiers ne sont pas affiliés, sont des syndicats indépendants, donc non affiliés au Parti ouvrier belge. Hein, parmi eux, il y a bien sûr les typographes. J'ai oublié de dire, mais les anarchistes étaient très présents parmi les typographes. Hein. Alors, j'avance un tout petit peu. Donc ça, c'était l'action. Hop, hop, hop. Donc, en gros, les syndicats vont de plus en plus s'orienter vers un syndicalisme assurantiel, donc en préconisant que le syndicat organise des services qu'avant il trouvait dans les mutualités pour maintenir, pour attirer les affiliés, pour qu'ils restent affiliés, et cela permettra ensuite de continuer l'éducation socialiste et révolutionnaire. Et donc de plus en plus, les syndicats, donc ils vont également à cette époque-là devenir officiellement donc les distributeurs des secours de chômage, comme je l'ai dit, d'abord un subside à hauteur de 50%, et quand les caisses sont vides, à 100%. Hein, donc c'est vraiment une allocation de chômage de l'État qui va transiter par les syndicats. Ce n'est pas encore un système obligatoire comme ça va devenir après 1944, mais si vous êtes un ouvrier prévoyant et que vous avez cotisé, même si la caisse syndicale est vide, l'État va continuer à vous indemniser pendant la période de la crise. Hein. Donc les services vont se développer au sein des centrales. On assiste à un véritable développement d'un syndicalisme de services, et de plus en plus, donc les oppositions pendant les années 20 vont se développer à l'intérieur des syndicats. Donc j'ai déjà parlé d'Émile Marchand. Il y a aussi une grosse grève des tramwaymen avec Verkreuz qui va être actif dans ce syndicat, les syndicats du vêtement, Joseph Jacquemot du syndicat des employés. Et en fait, toutes ces syndicalistes radicaux qui sont actifs à l'intérieur de la commission syndicale vont vraiment lui mener la vie dure. Donc vous n'avez qu'à lire les rapports des congrès à cette époque-là. C'est d'incessantes interventions pour critiquer la ligne de conduite de la commission syndicale, etc. Et la commission syndicale, elle en a clairement marre, elle veut se débarrasser de ses militants, mais évidemment c'est très difficile à faire. Alors comment faire? En fait, elle va s'en prendre à la partie la plus fragile, à savoir ceux qui sont adhérés qui sont membres du Parti communiste. Pourquoi? Parce que comme ils sont membres du Parti communiste, on peut dire que ce sont des satellites de l'étranger venus infiltrer les syndicats, et donc il est plus facile de s'en débarrasser. Et donc ils vont exclure les syndicats, les militants communistes à partir de 1924, c'est la fameuse motion Mertens. Mais les syndicats ne vont pas accepter ces exclusions. Parce que je l'ai dit, donc il y a ces tendances révolutionnaires, hein, même si ce ne sont plus des syndicats révolutionnaires à part entière, mais ils considèrent que l'organisation des travailleurs doit être unique à la base. Et donc, peu importe les options politiques, il faut qu'ils restent. Et donc, plusieurs syndicats vont s'opposer aux exclusions. D'accord? Donc, le travailleur, donc syndicat du bois, etc. Et ils vont même fonder, à partir des années 25, 26, 27, des groupes qui vont s'appeler les groupes de l'unité, et qui vont défendre
l'unité dans les syndicats. Voilà. Donc après, dernier élément dont je vais vite parler, c'est les grèves de 32. Donc pendant les grèves de 32, c'est également la période de crise économique. Ben, en fait, l'attitude de la commission syndicale va être la même que dans les années 20. Et dire, ben, en période de crise, on a beau lancer des mouvements, ça ne sert à rien, de toute façon le patron ne peut pas concéder, et si on fait la grève, ben, soit l'entreprise va devoir fermer ses portes, ce qui va être pire encore pour les travailleurs, soit les travailleurs vont lutter, épuiser les caisses syndicales et finalement être découragés. Donc il ne faut pas faire grève pendant la crise. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'en 1932, ben, dans le borinage notamment, les travailleurs n'en peuvent plus, les femmes au premier rang, parce qu'en fait c'est elles qui gèrent les cordons de la bourse, et en fait les salaires des membres de la famille qui travaillent, mari, fils éventuellement, en tout cas les salaires des mineurs ont baissé de plus de 40%. Hein, donc c'est près de la moitié du salaire qui a été réduit en 2 années à peine. Hein, et donc les femmes n'arrivent plus à joindre les cordons de la bourse. Et en plus, ces baisses sont totalement conventionnelles. Parce que dans la convention collective, il est mis que les salaires baissent avec l'index. Et en fait, l'index comporte le prix du charbon. Et comme le prix du charbon chute sur les marchés internationaux, eh bien, il y a des diminutions d'index qui provoquent des diminutions successives de salaire de 5%. Et donc, au total, avec ces baisses conventionnelles et extra-conventionnelles, on arrive à une baisse de plus de 40% des salaires. Et donc, en fait, c'est les femmes qui, les premières, vont réagir. Elles vont se coucher ici, elles vont faire le piquet de grève, dormir près des charbonnages, etc. Elles empêchent les chefs réformistes de marcher, elles empêchent de parler, les autobus et trams de circuler, se couchent sur les rails, obligent les véhicules à rentrer au dépôt. Et donc, cette grève de 1932, c'est une grève qui va, en fait, déborder complètement les entreprises. Donc, il va être vraiment une grève plutôt à une échelle géographique qui va concerner toute la région du Borinage, de Charleroi, où la région est très clairement aux mains des grévistes, et où toute la population est impliquée dans le mouvement, donc pas uniquement les travailleurs. Et c'est un mouvement qui est déclenché totalement contre la volonté des syndicats, donc qui n'est pas du tout encadré par les syndicats. Les syndicats vont essayer de courir derrière, notamment la Fédération nationale des mineurs, la Fédération Boraine. Il faut savoir que les mineurs sont très... les liens sont très lâches entre les... Enfin bon, ça je passe sur les détails. Mais bref, et donc voilà encore le rôle des femmes dans ce mouvement. À bas la crise, ce que femme veut, Dieu le veut. De nouveau, elles sont au premier rang des cortèges. Et voilà, donc ceux qui vont bénéficier de ce mouvement, ben, ce sont notamment les communistes, les trotskistes qui vont être actifs, qui vont soutenir ces grèves et dont les effectifs vont augmenter après la grève. Voilà, donc la grève est générale, il y a des affrontements, etc. Et puis il y a notamment un ouvrier qui sera tué à cette occasion. Je vous conseille d'ailleurs de voir le film de Misère dans le Borinage, Misère au Borinage, d'Henri Storck, qui a été filmé après cette grève. Voilà, donc au niveau syndical, je le dis, les groupes donc en fait, au niveau du syndicalisme révolutionnaire proprement dit, donc en tant qu'organisation structurée, pendant la période de l'entre-deux-guerres, les années 20, c'est principalement cette union des syndicats de Liège qui se maintient. Elle se maintient, mais à la fin des années 20, début des années 30, elle commence vraiment à décliner. Certains groupes disparaissent, avec la crise notamment, les difficultés de la crise. Donc en 1930-31, il reste vraiment que 2 petits groupes, je pense les travailleurs du bois et les mécaniciens, enfin, je ne sais plus exactement, mais voilà, l'union des syndicats de Liège disparaît quasiment entièrement, et en fait elle va renaître à partir de 1932 à la faveur de ces grèves de 1932. Et donc à ce moment-là, on va avoir donc la constitution d'un nouveau journal, l'Action Directe, donc qui est l'organe d'une nouvelle, donc c'est la première fois depuis 1904,
et d'ailleurs c'est le même nom que l'organisation, que le journal de cette CGT belge, et donc en 1932-33 va être constituée une union syndicale fédéraliste de Belgique, et cette union syndicale fédéraliste de Belgique va en gros reprendre les principes de l'organisation du syndicalisme révolutionnaire, se référer notamment à la déclaration donc, de l'AIT de Berlin, hein, donc, qui définit les buts de l'organisation révolutionnaire, et parallèlement à cela, donc là le mouvement syndicaliste révolutionnaire ici s'exprime à travers l'action directe, mais certains révolutionnaires actifs dans les syndicats vont par contre, eux, décider de prendre une autre option, à savoir de ne pas fonder des organisations à part entière, mais bien des organisations de syndicalistes qui visent à défendre l'unité au sein des syndicats, parce qu'au moment des grèves de 32, il y a de nouveau aussi plein d'exclusions des syndicats, et ça c'est le rôle notamment du réveil syndicaliste, donc qui va mettre en place des groupes d'action syndicale, des groupes d'action syndicaliste, dont le but n'est pas de créer des syndicats à part entière, mais bien de défendre les principes du syndicalisme révolutionnaire dans les syndicats existants. Et à ces groupes d'action syndicalistes ont participé notamment Nicolas Lazarevitch, Adhémar Hainaut, qui était actif dans le syndicat du bois de Bruxelles avec Marchand. Marchand va y participer. Jean de Boé va aussi écrire dans le réveil syndicaliste. Et donc là, on a vraiment quand même aussi une tendance importante au sein du mouvement syndical socialiste, et je pense que c'est la plus importante pour la période de l'entre-deux-guerres. Ce sont ces syndicalistes révolutionnaires qui agissent à l'intérieur des syndicats existants pour maintenir l'unité syndicale. Il faut quand même arriver à comprendre comment on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui. La FGTB, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu la déclaration de principe de la FGTB, hein, qui veut la suppression du salariat, la suppression des classes, etc. Ben, il faut savoir que en fait, la FGTB elle est créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans un congrès d'unification qui va unifier quoi? Qui va unifier en fait ce qui reste de la commission syndicale, qui était devenue CGTB entre-temps, ce qui reste de la commission syndicale. Pourquoi ce qui reste? Ben parce qu'en fait, au sein des syndicats socialistes, comme au sein du Parti socialiste, certains sont tombés dans la collaboration, ont opté pour la collaboration. Donc on connaît l'histoire de Henri Demann, hein, qui a démantelé, dissous le parti et favorisé l'UTMI, donc le syndicat unique aux mains de l'occupant. Et donc certains syndicalistes vont collaborer avec les nazis. Et donc suite à ça, ce qui reste de la CGTB, il y en a certains qui ont émigré à Londres, il y en a d'autres qui ont continué à être actifs en Belgique, mais en Belgique vont se développer à partir de cette base syndicale combative. En fait, on remarque que les militants de ces syndicats qui sont nés clandestinement pendant la guerre et qui ont été des syndicats qui ont mené des actions de résistance, hein. Il y a eu une grève en 1941 de 100 000 grévistes dans la région de Liège. Et en fait, ces militants sont issus de ces ailes combatives du mouvement de l'entre-deux-guerres. Donc il y a là-haut, il y en a d'autres, hein, Marchand, etc. Ils ont aussi continué à être actifs. Et ils ont fondé pendant la guerre des comités de lutte syndicale. J'ai plus encore, enfin il y a plusieurs, le MSU, Mouvement syndical unifié, le MMU, Mouvement des métallurgistes unifiés. Et en fait, au lendemain de la guerre, on a ce qui reste de la CGTB, ces syndicats clandestins nés pendant la guerre et qui ont rencontré un certain succès, qui sont proches de dépasser en termes d'influence ce qui reste de l'ancienne commission syndicale. Et à ce moment-là, la commission syndicale, elle prend quand même un petit peu peur et ils vont essayer de réaliser la fusion. Parce que le principe, c'est quand même l'unité des travailleurs à la base. Et ils vont réaliser cette fusion et la commission syndicale va devoir concéder un certain nombre de choses à ces groupes. Et donc c'est pour ça que la déclaration de principe, elle est aussi virulente. Donc ces groupes ont réussi à imposer dans la déclaration de principe l'action directe, l'autonomie syndicale, la suppression du salariat, etc. Mais bon, après, évidemment,
ça va vite être oublié, les rangs syndicaux vont de nouveau être nettoyés, et tout ça va disparaître, il ne va plus rester que cette fameuse déclaration de principe. Après, je dis ça va disparaître, c'est pas tout à fait vrai, mais il nous faudrait 5 séances, je pense, pour tout expliquer, parce qu'à chaque mouvement de grève, on peut penser aux grèves de 1960-61, on peut penser aux grèves des mineurs du Limbourg dans les années 70, etc. Il y a toujours des mouvements syndicaux, des militants syndicaux combatifs, des mouvements voilà, qui s'expriment dans ces luttes. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon on n'en finira jamais. Voilà, merci pour votre attention.